Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Amandine Lescuyer. J'ai pu satisfaire ma curiosité en lui posant les questions qui me tenaient à cœur. On a parlé de l'évolution de son approche sportive en lien avec les différentes périodes de sa vie. On a aussi parlé de l'évolution de son approche nutritionnelle, du rapport psychologique et émotionnel à la nourriture, de son passé de compétitrice en bikini, etc. Et on a aussi parlé entrepreneuriat, comment elle gère son activité, son couple, bref, beaucoup de sujets extrêmement intéressants. Je suis certain que ça va vous plaire. Justement, si ce genre de podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application podcast. Ça aide énormément pour le référencement et la visibilité du podcast et ça me permettra d'accueillir encore plus d'invités. Salut Amandine, comment tu vas ? Salut, ça va nickel et toi ? Ça fait plaisir de te voir. Écoute, je suis extrêmement heureux d'avoir l'honneur de t'accueillir sur ce podcast. Alors, je sais que la plupart de nos auditeurs savent qui tu es, donc je ne vais pas reposer des questions que tu as l'habitude d'aborder sur tous les podcasts sur lesquels tu as déjà été invité. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet et parler de trucs qui m'intéressent. Et c'est pour ça que je t'ai invité, parce que j'ai envie de pick your brains, comme on dit en anglais. Et surtout qu'on a un peu plus d'expérience que la plupart des petits jeunes du fit game parce qu'on est un petit peu plus anciens. Alors je vais pas dire que t'es vieille parce que sinon tu vas m'insulter. Je vois pas de quoi tu veux parler du tout, vraiment. Mais tu as un parcours au sein de l'activité physique, au sein du fitness qui est hyper intéressante et c'est des choses sur lesquelles j'ai envie qu'on s'attarde rapidement sans avoir besoin forcément de refaire ton parcours. Mais t'es passé par la musculation, le crossfit, maintenant tu as une approche qui est plus bien-être, yoga, handstand, etc. Est-ce que tu penses que la pratique des sports que tu as effectués était en relation avec tes besoins du moment ? Est-ce que c'était une sorte d'exploration pour trouver ce qui te convenait vraiment maintenant ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça en fait, du rapport entre, tu vois, dans le sens où quand on fait de la musculation, peut-être qu'on veut quelque chose justement un petit peu plus solitaire, un petit peu plus introverti. Et puis après, on fait du crossfit, donc on essaye d'être sur des choses un peu plus explosives parce que peut-être le reste de notre vie est un petit peu en retrait et on a envie de peut-être d'échanger d'autres choses avec des gens et d'être un peu plus dans cet aspect de groupe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Alors c'est bien parce qu'on entend que tu ne me connais pas du tout, hein, et que donc tu ne réponds pas déjà aux questions que tu me poses. Non, ça me fait super plaisir en tout cas parce que oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça et ma pratique sportive, elle s'est vraiment adaptée à mes besoins du moment, clairement, qui n'étaient pas nécessairement des besoins que physiques et encore moins des besoins liés à mon bien-être, d'ailleurs, assez paradoxalement. Mais bon, déjà, le fitness, c'est mon métier puisque je suis coach, diplômée d'État depuis 2004, voilà, donc ça commence à dater. Donc effectivement, j'ai beaucoup exploré, j'ai un peu ratissé de fond en comble tout ce que le fitness avait à proposer, que ce soit en termes d'approche pédagogique, puisque donc moi j'ai donné beaucoup de cours collectifs et j'ai coaché beaucoup de personnes, et en termes de pratique personnelle, où je suis passée vraiment des cours ultra chorégraphiés, moi t'as un petit peu une pointe de pied dans la danse pour après complètement basculer vers des choses beaucoup plus cadrées, formatées, qui étaient les cours Les Mills. Donc j'ai passé quelques années vraiment à fond dans les cours collectifs, c'était mon kiff total. J'avais pas vraiment d'intérêt, j'éprouvais pas beaucoup d'intérêt pour finalement l'approche physique en tant que telle. Moi, c'était vraiment le sport par le fun parce que c'était ce qui m'avait manqué durant toute mon enfance, toute mon adolescence. Et puis bon, au bout d'un moment, j'en ai quand même eu marre parce que j'en ai mangé des cours. D'ailleurs, les coachs et les animateurs fitness qui nous écoutent comprennent très certainement de quoi je parle. Mais voilà, et puis c'est très éprouvant physiquement, c'est très fatigant. Tu fais encore des cours animation et des vidéos ? Ah non, j'ai arrêté. Alors, non, oui, alors je suis présenter pour Au niveau Basic commercial, Fit. ce que je veux dire, Ouais, c'est ça. Ouais, je suis présenter pour Basic Fit, mais là, ça n'a rien à voir parce que déjà, c'est du yoga.
Donc c'est totalement aligné en plus avec ce que j'aime faire en ce moment. Et puis c'est des filmings, c'est pas des cours en réel avec des personnes. Donc là c'est sur une scène avec l'audience, ce sont d'énormes caméras et des spots qui crament la rétine. Et voilà, il faut être très très zen et délivrer le cours de manière très très zen et très intime. Voilà, non mais c'est une super expérience. Mais non, les cours j'ai arrêté il y a très longtemps, il y a 6 ans. Ouais, j'ai arrêté il y a 6 ans les cours collectifs au fur et à mesure. Et d'un point de vue personnel, j'ai mis plusieurs années avant de me pencher sur la musculation. Donc ça a commencé par la pratique de la musculation. À l'époque, je me formais beaucoup en tant que coach à toutes les approches fonctionnelles. C'est à cette époque-là que je me suis aussi formée en pilates, à tout ce qui est entraînement fonctionnel, notamment avec petit équipement, TRX, kettlebells, Viper, etc. J'ai commencé à découvrir aussi les bienfaits des automassages, des trigger points. En plus, c'était super à la mode à l'époque, ça venait juste d'être découvert. Donc voilà, et ça m'a passionnée parce que je pense qu'en plus j'ai une petite revanche à prendre sur ma vie étudiante qui a été quasiment inexistante. Et du coup, j'ai un peu voulu rattraper tout ça en absorbant un maximum de connaissances, en me formant, en sautant sur toutes les formations possibles. Donc pendant un bon bout de temps, je me suis beaucoup formée. Et, et puis j'ai intégré en fait tout ça à mon approche pédagogique, donc qui était de plus en plus personnalisée, et à ma pratique personnelle. Donc j'ai du coup testé plein de choses, j'ai toujours entretenu cette curiosité, cette ouverture dans mon approche physique. Après, j'ai eu donc des objectifs beaucoup plus liés à ma shape quand j'ai commencé à vouloir modifier ma physionomie parce que je me trouvais trop trapue et que je voulais rentrer dans les standards bikini fitness qui étaient très à la mode à l'époque. Moi, quel âge j'avais d'ailleurs? 32 ans, ouais, c'est ça. J'avais déjà 32 ans et je me disais, bon, si je veux le faire, c'est maintenant, quoi. C'était quoi, 2014-2015? Écoute, il me semble. Ouais, je pense. Ouais, ça doit être ça. Non, il y a moins longtemps que ça. Colmar, Moins c'était il y a longtemps? 4 ans. Ouais, Colmar, c'était Ok. même un peu moins de 4 ans. Ok. Ouais. Donc c'est pas si éloigné que ça finalement. Mais ouais, donc j'avais 32 ans et je me disais, si je veux me lancer dans cette aventure-là, faire ce test sur moi-même. Et puis c'était à l'époque où j'avais déjà commencé à bien démarrer ma chaîne YouTube, à vlogger. Et j'étais confrontée beaucoup, parce que je commençais à être beaucoup plus impliquée dans les réseaux sociaux, à cette incompréhension et cette naïveté de mon audience face à tous ces physiques complètement surréalistes qui étaient, dont les réseaux sociaux étaient bombardés, surtout à l'époque, c'était les grandes heures de gloire et années de gloire des Michelle Lewin, etc. Je me souviens plus des noms des autres nanas, mais voilà, des physiques complètement surréalistes et j'avais beaucoup une audience féminine qui était très naïve et qui était du coup très frustrée parce que ces personnes-là me renvoyaient sans cesse des messages en me disant mais je comprends pas pourquoi j'ai pas cette shape-là, pourquoi j'arrive pas à avoir les abdos apparents, etc. Et donc au travers de cette expérience qui était déjà personnelle parce que je voulais voir jusqu'où je pouvais aller physiquement et puis faut pas le cacher, c'était aussi un petit côté moi, j'acceptais pas spécialement mes particularités physiques, physionomiques, et que je voulais les changer pour les faire rentrer dans des standards qui m'influençaient de plus en plus, hein, parce que je devenais actrice du milieu du fitness, et c'est très difficile d'être actrice sur les réseaux sociaux et de pas être influencée soi-même. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, voilà, je me suis lancée dans cette expérience en la documentant, en la partageant, donc je vloguais toutes les semaines pour vraiment montrer ce qu'impliquait une prépa bikini, une sèche, les impacts que ça avait sur la personne et puis surtout la difficulté, le temps que ça prenait, l'implication que ça demandait parce que je pense que oui, beaucoup de personnes ne s'en rendaient absolument pas compte. Voilà. Donc ça a été une super expérience à tout niveau, ce qui m'a permis aussi après de retrouver un équilibre beaucoup plus sain et beaucoup plus durable et puis de me détacher aussi complètement de ce fantasme que j'avais parce que je l'avais atteint et que moi quand j'atteins quelque chose après je continue d'avancer en fait. Voilà. Et Donc justement, ouais. par rapport à ta pratique actuelle, tu as eu une approche où tu as voulu toucher à tout un petit peu pour savoir ce qui te plaisait, j'imagine. Est-ce que Mhm. aujourd'hui, tu penses que tu as trouvé ce qui te correspond le plus? Ou est-ce que tu es encore dans cette période où tu essayes quand même
d'avoir un esprit ouvert et de chercher peut-être autre chose pour te complémenter? Alors, quoi que je fasse, en fait, moi, il faut déjà que ça soit pas une contrainte, faut pas que j'y aille en traînant les pieds, faut que ce soit varié. Donc même à l'époque où j'étais très body, je faisais des entraînements muscu très conventionnels, il y avait déjà toujours ce petit truc où je me mettais la tête en bas, où je travaillais ma mobilité évidemment, ce qui de toute façon devrait être la base, hein, la mobilité pour chaque pratiquant, quelle que soit l'activité pratiquée. Mais voilà, moi cette notion de l'approche ludique a toujours été très très importante pour moi. Donc euh, même aujourd'hui. Alors après, je suis passée par le CrossFit parce qu'effectivement, comme tu disais, j'en avais marre d'être toute seule, de m'entraîner en solo dans la salle, sachant que je bossais déjà en solo depuis chez moi, donc j'avais absolument plus aucune interaction sociale. Donc à un moment donné, ça devient un petit peu compliqué à gérer quand même. Ouais. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que je suis entrée dans une box CrossFit et que du coup, ça m'a permis de combler des besoins sociaux qui n'étaient pas comblés autrement. Donc je me suis bien éclatée. J'en ai vite vu les limites aussi, donc c'est pour ça que j'ai jamais eu une pratique ultra constante du CrossFit et ni très poussée d'ailleurs. Là, j'ai complètement arrêté, ça ne manque pas du tout. Peut-être que j'en referai. En général, avec Monsieur Franc, on adore faire du CrossFit quand on voyage parce que justement, c'est super sympa, c'est fun, c'est ludique. On y va, on rencontre du monde et puis après, on continue notre journée. On est en vacances, on a fait un bon training, on kiffe. Ouais. Mais c'est vrai que sur une pratique régulière, là, j'ai un peu fait le tour. Moi, le côté ultra-performance ne m'intéresse pas, clairement. Je fais du sport pour me sentir bien et surtout pour faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. En plus, je suis très têtue, j'aime pas trop qu'on m'impose des choses, donc ça me gonfle vite. Et c'est vrai que ma pratique, à l'heure actuelle, elle est vraiment très axée gymnastique et musculation fonctionnelle, parce qu'il y a toujours cette composante musculation qui est extrêmement importante. Je pense que tu seras tout à fait d'accord avec moi, pour établir des fondations, hein, tout simplement. Absolument, ouais. Musculaire, c'est la base, et je dirais, enfin de toute façon on le voit dans toute préparation physique de tout sport. Maintenant ils intègrent de plus en plus de musculation parce que c'est indispensable en fait. Et c'est là d'ailleurs que par exemple le CrossFit, moi j'ai des petites choses à redire là-dessus, parce que l'approche loisir du CrossFit, malheureusement, pour des raisons je pense plus ludiques, est Moi, beaucoup je pense plus. un peu plus pratique et marketing, Mais je c'est dirais. ça, voilà. Ouais. C'est qu'il faut que ça accroche les adhérents, faut que les adhérents en aient pour leur argent. Moi, j'ai eu ce problème-là en coaching beaucoup. Il fallait que j'éduque mes clients pour leur faire comprendre qu'il y avait des fondations, qu'il fallait d'abord créer, consolider avant de faire n'importe quoi, de lancer des Swiss balls dans tous les sens, enfin des medicine balls plutôt. Swiss balls. C'est rigolo, on l'a fait d'ailleurs. Mais voilà, c'est C'est sympa de clair. faire des trucs rigolos, mais il faut que ce soit utile à un moment donné. Et puis surtout, il ne faut pas que ça blesse. Et le problème du CrossFit, c'est que effectivement, les adhérents loisirs n'ont pas du tout ce background qu'ont des athlètes compétiteurs, des athlètes de haut niveau, avec toute la préparation physique qui bouffe derrière. Mais juste, Donc on se retrouve. Ouais. juste en termes de proprioception, quoi. Tu vois, tu C'est rentres dans une catastrophique. bosse de Ouais. CrossFit et ils te demandent de faire des exercices qui sont très techniques. Rien qu'un squat, il y a plein de gens qui savent pas faire un squat et t'apprends pas forcément à faire un squat en squattant au Non. début. Donc, c'est vrai qu'il y a Exact. une certaine problématique. Et comme tu dis, un athlète qui a déjà énormément d'expérience avec son corps en termes de proprioception, il arrive, bah, il va réussir à faire un squat sans problème. Et là, il pourra s'amuser en CrossFit. Mais c'est vrai que, comme tu dis, un débutant complet qui démarre le sport par le CrossFit, c'est risqué. C'est risqué, ouais. Surtout quand tu retrouves des mouvements quand même hyper exigeants comme des mouvements gymniques, comme de l'haltérophilie. Alors que même déjà les mouvements basiques, comme tu viens de le dire, le fait de squatter, le fait de faire une fente correcte, un hinge correct, et ben ça, Ouais. les personnes n'ont pas appris. Et malheureusement, la place de cet apprentissage n'est pas suffisamment faite dans un WOD de 1 heure, voire même 50 minutes. Il y a des Ouais. box, tu payes ton drop-in pour 50 minutes. C'est impossible. C'est absolument impossible. Donc voilà. Bon, je ne déteste pas le CrossFit. Non, non, moi Je non pense plus. que Pas du tout. voilà. Ouais. Et c'est un C'est problème qu'on pas, retrouve dans plein de sports, hein, d'ailleurs. c'est pas du tout le message qu'on dit. Je pense que notre Ouais. message, c'est plutôt que c'est quelque chose de super pour beaucoup de monde, mais c'est vrai que le problème du côté pratique, d'avoir ces slots d'une heure et le côté marketing aussi, fait que bah, malheureusement, la pratique après des individus mani- va être affectée finalement par ce cadre-là. Bien sûr, Et totalement. au niveau de l'esthétisme, t'en es où par rapport à ça? Est-ce que tu fais quand même attention à ça ou c'est quelque chose sur lequel
tu t'en fous maintenant? J'en doute, mais je pose la question quand même. Je m'en fous pas évidemment parce que j'aime. Alors maintenant, c'est vrai que mes critères sont beaucoup plus axés sur le ressenti, sur la manière dont je vais me sentir dans mon corps, plutôt que sur la manière dont il va ressembler, en fait, ce à quoi il va ressembler. Et ça a beaucoup changé, mais faut pas se leurrer. Moi, je suis coach. Cette vague de body positive est absolument géniale. Mais body positive ne veut pas dire ne pas vouloir prendre soin de soi de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Parce qu'à ce moment-là, on arrête de se maquiller, on arrête de se coiffer, on passe notre vie en pyjama et puis on s'enlève pas les crottes des yeux. Ouais. Non, elle dit ouais en plus. parce que... Attends, Nevin. Avant que tu parles, moi j'ai filmé une story il y a 2 jours avec mon mec en calbute en train de s'entraîner et moi en bas de pyjama. Donc ouais, c'est confort. T'allais dire quoi toi? Non, j'ai levé la main et Amandine valide en me disant ouais c'est ça Nevin, comme toi. Du coup je me regarde si j'ai pas des crottes dans les yeux. Non mais ça va. Non mais on se comprend, quand on bosse de la maison, on a envie d'être confort des fois. Même si se vêtir, j'ai failli switcher sur l'anglais en mode Jean-Claude Van Damme là. Mais voilà, revêtir une tenue de travail aide beaucoup, je trouve, à se mettre dans un mindset beaucoup plus productif que d'être en pyjama. Mais c'est vachement bien de s'entraîner en petit short de pyjama, on est bien. Ah ouais, grave. Moi je mets une petite brassière normalement et tout va bien. Écoute, je demande à l'audience de te réclamer une photo de ta tenue d'entraînement avec brassière. Voilà. C'est pas gentil ce que tu es en train de faire. Est-ce que ton évolution alimentaire était aussi en rapport avec ces différentes périodes de ta vie? Totalement. Est-ce qu'il y avait un rapport justement entre ta pratique et ton alimentation? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué de manière synchronisée? Est-ce que c'était complètement désynchronisé et c'était 2 choses un peu différentes? Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors ouais, c'était hyper synchronisé en fait. Toute la partie toute la période durant laquelle j'ai beaucoup donné de cours collectifs, j'étais vraiment fitness, salle de fitness. Après j'étais manager fitness, donc voilà, finalement c'était plus une pratique professionnelle qu'autre chose. Donc là, j'avais pas spécialement fait le lien entre mon alimentation. Alors évidemment, je m'y intéressais de plus en plus. Sachant qu'en plus j'étais en relation avec une personne qui était à fond bodybuilding, donc j'ai un peu baigné dans cette bro science, mais ce qui m'empêchait pas de me former aussi à côté parce que c'était quelque chose qui m'intéressait aussi beaucoup et de plus en plus au fur et à mesure que j'ai glissé dans le coaching personnel évidemment. Donc je me suis vraiment penchée sur un nombre... je pense que j'ai à peu près étudié toutes les approches des plus... comment dire, raisonnables aux plus farfelus qui ont été plus ou moins populaires au niveau de l'alimentation, pas que sportive d'ailleurs. Donc on retrouve les régimes multiples et variés où soit en général ce sont les glucides qui sont diabolisés, soit ce sont les lipides. Mais alors dans tous les cas, les sacro-saintes protéines, faut surtout pas y toucher, il faut en manger beaucoup. Ce que je me suis retrouvée à faire du coup au fur et à mesure quand j'ai commencé ma préparation, quand j'ai commencé jusqu'à ce que je l'ai terminée pour cette compétition, que j'ai décidé de faire seule, parce qu'au début j'avais demandé à être suivie par un coach préparateur et finalement ça me plaisait pas du tout son approche. Donc quand j'ai vu ce qu'il me proposait, je lui ai dit que j'allais continuer toute seule parce que j'estimais avoir les connaissances pour et que finalement ce serait peut-être plus adapté à moi. Donc finalement j'ai vraiment fait ma diète, mon déficit calorique, etc. De A à Z jusqu'à la fin de... Pour perdre du poids, faut faire un déficit calorique? Ouais. Ouais, alors faut pas le faire connement comme on peut le faire en préparation compétition, parce que ça n'est pas quelque chose qui est soutenable dans la vie d'une personne normale. Donc voilà, je suis partie vraiment sur des gros déficits longs. Ça a été long parce qu'effectivement j'avais déjà plus de 30 ans en plus, donc pas forcément évident pour une nana avec quelques années, parce qu'effectivement le métabolisme n'est pas tout à fait le même que quand on a 20 ou 25 ans, ça c'est un fait. Je sais pas, moi je suis encore jeune, je suis désolée. Oui, je parle de quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Oui, puis malgré que tu aies les cheveux longs, tu restes un homme, donc là-dessus t'as un tout petit peu moins de propension à stocker du gras comme nous les femmes. Donc voilà. Très belle chevelure par ailleurs. Merci. Voilà.
Et du coup, ouais, c'était assez en parallèle avec ces besoins physiques. Donc là, à cette époque-là, j'étais vraiment sur le typique alimentation très riche en protéines et faible en hydrates de carbone. Oh là là, les Faible en méchants tout, glucides. en fait, pour te préparer en Ouais, bikini. faible en tout. Ouais. Alors, je mangeais quand même, par rapport à beaucoup d'autres compétitrices, j'avais quand même un déficit qui était relativement modéré, à part sur vraiment les derniers jours où là on coupe tout. C'est pas compliqué. Même l'eau, oh là là, c'était une sacrée expérience quand même. Mais bon, j'étais quand même sur un déficit relativement modéré par rapport à ce qu'on peut voir chez certaines nanas. Et je pense que ce qui a permis aussi de ne pas créer trop de dommages, que ce soit psychologique et physique et hormonaux. Mon cycle n'a pas trop été perturbé, par exemple. Ça a un peu fait le yo-yo, mais ça a été. Et j'ai pas trop basculé dans le binge eating. Je pense que ça aurait pu être, enfin, ça assez beaucoup plus grave chez certaines personnes qui d'ailleurs ne font pas nécessairement de la compétition. Hein. T'as pas repris trop de poids après ta compétition? J'ai arrêté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai très vite vu le danger venir. C'est-à-dire qu'après ma compétition, évidemment, au moment où j'ai relâché, où je suis sortie de ce cadre, parce que moi j'ai une autodiscipline énorme hein, pour le coup, mais dès que j'en suis sortie, c'est du coup parti en cacahuète totale parce que tout s'est emballé en fait hein, à partir du moment où j'ai rouvert la porte où j'ai fait le fameux le frigidaire tu veux dire comment le frigo tu veux dire la porte du frigo, la porte de tout, les boulangeries, tout ce que tu veux. Mais c'est, tu sais, le fameux cheat day post-compétition qui est souvent une orgie incroyable. Que je déconseille très fortement. Ah ouais, bien sûr. À partir de ce moment-là, j'ai plus pu m'arrêter de manger. Mais c'était une catastrophe. J'avais cette faim que j'avais accumulée et qui avait fatigué mon système pendant des mois. Ma prépa, si je dis pas de bêtises, elle a duré 9 mois quand même. C'est un peu loin. Et cette faim-là, physique, psychologique, liée en plus à des signaux qui étaient totalement absents, hein, notamment, même ma leptine, mes sécrétions de leptine, elles étaient complètement déréglées, c'était une catastrophe. J'avais faim tout le temps, j'étais jamais rassasiée, et c'est normal, hein, quand on prive le corps, lui, il envoie tous ces signaux d'alerte pour qu'on mange. En fait. T'as un indice de masse grasse qui est faible, vu que c'est les cellules adipeuses qui vont sécréter ta leptine, t'as pas trop de gras, t'as pas trop de leptine, et pour ceux qui ont déjà fait une prépa en compétition, ils savent que ton appétit est incroyable. Ouais. Ah ouais, c'est dur. Mais le corps est bien foutu parce que c'est un signal de danger. Heureusement qu'on fonctionne comme ça, sinon on mourrait de faim, en fait, ce qui est pas génial. Donc voilà. Mais je me suis retrouvée. Puis alors moi, le problème, c'est que en plus, mon passé fait que j'ai toujours eu j'ai été plusieurs fois confrontée à la faim, donc j'ai toujours eu un rapport très sensible à la nourriture. Où moi, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai vécu longtemps avec une faim permanente. Donc qui a été générée par des choses de ma petite enfance et qui du coup sur lesquelles je me suis construite. Donc c'est vrai que c'était déjà quand même quelque chose d'assez sensible pour moi. J'ai un appétit à combler et là du coup le fait d'avoir basculé dans cet extrême a vraiment complètement augmenté de manière exponentielle tous ces signaux que je devais déjà canaliser depuis à peu près toute ma vie. Ce qui fait que j'ai quand même eu des phases pendant quelques semaines d'orgie monumentale où je me disais mais c'est fou, j'arriverai pas à m'arrêter en fait, c'est incroyable. C'est là que j'ai fait un peu d'hypnose aussi pour m'aider à canaliser ça et ça a pas mal aidé. C'est pas magique l'hypnose, hein. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent l'hypnose c'est bien parce que j'ai des problèmes. Non, faut travailler le terrain psy, faut travailler, voir aussi si effectivement d'un point de vue hormonal tout est bon, si au point de vue des apports alimentaires tout est bon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'hyperphagie par exemple, parce qu'en fait elles se privent tout le temps et elles s'en rendent même pas compte des fois. Donc voilà, il y a tout ça à régler. L'hypnose, ça va être vraiment un petit plus qui peut éventuellement aider sur des terrains un petit peu plus subconscients, mais c'est pas, on sort pas d'une séance d'hypnose avec tout qui est réglé, hein, ça marche pas comme ça. Moi j'ai eu encore d'autres grosses phases d'hyperphagie après ma dernière séance d'hypnose et c'est vraiment, je pense que les effets ont un petit peu joué, mais par contre ce qui a vraiment fonctionné, c'est qu'après moi j'ai fait aussi un énorme travail parce que je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à devoir me canaliser tout le temps comme ça toute ma vie.
C'était pas quelque chose dont je voulais. Et en plus, c'est tombé à un moment où, bon, moi, c'était bon, j'avais vécu cette expérience qui m'avait permis de beaucoup relativiser sur mon approche à mon propre corps, sur ce que je voulais pour moi, en fait, hein, tout simplement pour mon équilibre. Donc déjà, j'ai relâché une pression incroyable que je me mettais sur les épaules, sur ma shape. Donc ça a changé beaucoup de choses. J'ai travaillé sur le côté perso qui m'a permis de me réaligner avec mes valeurs fondamentales, qui étaient notamment liées à l'alimentation. Justement, Ouais. c'était un peu ma question suivante parce que tu as fait une vidéo extraordinaire sur ton rapport à l'alimentation, ta santé mentale, ton vécu, que je vous invite grandement à aller voir sur la chaîne YouTube d'Amandine. Et justement, par rapport à ça, alors on va pas refaire la vidéo, mais est-ce que à ce moment-là, ça t'a permis de relancer un certain questionnement par rapport à des choses que tu t'étais déjà posées? Est-ce que ça t'a permis, d'une certaine manière, d'avoir plus de réponses par rapport à ça ou pas? Est-ce qu'il y a eu un petit déclic à ce moment-là quand tu as retrouvé cette sensation de faim que tu avais déjà connue? Est-ce que tu as réussi à mettre des choses en relation à cette période-là ou tu avais déjà les réponses par rapport à ça? Alors, je pense que le cheminement s'est fait en parallèle, en fait. Il n'a pas vraiment été lié avec ce que je vivais, en tout cas au niveau alimentaire à ce moment-là, donc un peu après ma compétition, les semaines et les mois qui ont suivi. La compétition a eu lieu en mai et j'ai basculé, donc j'ai commencé à manger végétal en juillet, le 10 juillet, le jour de mon anniversaire. Donc, durant cette fenêtre-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en relation avec Monsieur Front. Et on se rapprochait évidemment de plus en plus et on a toujours énormément discuté. Moi, c'est une personne avec qui j'ai toujours eu énormément de discussions très constructives. Et, et c'est tombé à un moment de ma vie où je continuais en fait à construire un rapport aussi familial qui avait été complètement bombardé en fait depuis très très longtemps. Et moi je suis allée voir une psy hein, pour ça, hein, c'était pas pour quoi que ce soit qui était lié à mon rapport à l'alimentation ou à mon corps que j'allais voir cette personne, mais c'était vraiment pour travailler sur cet aspect familial et parce que je savais qu'il fallait à un moment donné que je construise des bases saines pour pouvoir m'épanouir en tant que femme, en tant qu'adulte. Et, et en fait, finalement, tout c'est un peu corrélé à ce moment-là pour que je me sente enfin libérée de beaucoup de carcans qui étaient liés encore une fois à mon vécu familial et qui m'empêchaient de prendre des décisions sur mon alimentation parce qu'en fait c'est vrai que moi j'ai quand même une conscience éthique très très marquée depuis très longtemps. Le fait de plus manger d'animaux c'est quelque chose qui me travaillait déjà depuis quasiment 10 ans, donc c'est énorme. J'ai lu beaucoup de littérature sur le sujet, mais j'ai jamais franchi le cap parce que j'avais un côté personnel et familial proche qui m'en empêchait en fait. Et en fait, c'était pas ça qui m'en empêchait, c'était moi qui m'en empêchais parce que je voulais pas être associée à cette partie-là. Donc le fait de démêler tout ça à ce moment-là, de faire tout ce travail avec donc, ma psy, à un moment où en plus, je pense que je m'épanouissais en tant que femme parce que donc j'avais déjà plus de 32 ans et finalement je m'épanouissais dans une relation équilibrée a fait que un jour, donc ce monsieur Franck que tu connais d'ailleurs, m'a dit mais je comprends pas depuis le temps qu'on en parle tout ce que tu me dis. Il me dit je comprends pas pourquoi toi tu manges toujours des animaux en fait parce que c'est pas cohérent avec tes valeurs. Et j'ai pas su quoi lui répondre en fait quand il m'a dit mais pourquoi toi tu manges toujours de la viande en fait. Et là, je n'ai pas su quoi lui répondre et je me suis sentie bête. Et pour la première fois, je me suis dit, mais attends, oui, en fait, pourquoi et là, il n'y a rien qui m'a bloquée. C'est-à-dire que ça n'a pas été associé à une quelconque image négative. Je me suis dit, ah bah oui, non, mais en fait, c'est un truc, moi, dont j'ai envie depuis très longtemps. Mais je peux le faire, en fait, en tant qu'individu. Je suis pas en train de reproduire le comportement d'une autre personne. C'est ma décision. Et donc, j'ai pris cette décision du jour au lendemain. Alors, du jour au lendemain, parce que j'ai des connaissances nutritionnelles qui m'ont permis de le faire très facilement, que j'étais déjà en train Enfin, moi, j'explorais déjà beaucoup la diversité alimentaire avant ça. Déjà, j'avais déjà fait un premier ebook de recettes. Donc, j'avais quand même des connaissances qui m'aidaient à finalement switcher. Et j'ai switché très facilement. Ça a été assez incroyable. Et je pense que ça a été d'autant plus facile que c'était quelque chose que j'avais envie de faire
et depuis très longtemps en fait, et que je refoulais. Et du coup, ça a réglé énormément de choses, dont des conflits internes liés à mon alimentation. Puis le fait juste de me nourrir en fait aussi. Ju- Justement, par rapport au conflit interne, il y avait un point sur la vidéo qui était super intéressant et j'aimerais bien un peu explorer avec toi. C'est tu sais, le fait que tu parlais entre tes problèmes de digestion, tes problèmes qui étaient sans doute en relation avec ton système émotionnel, ta santé mentale à ce moment-là. Et est-ce que tu pourrais donner peut-être des signes ou des solutions aux gens qui nous écoutent et qui peut-être, tu vois, sont dans une situation un peu similaire? Parce que c'est des choses qui sont extrêmement compliquées parce que souvent très anecdotiques. On n'a pas Mm. beaucoup de contenu, de data là-dessus. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'arrivent pas encore à comprendre qu'il y a sans doute un lien entre psychologie et physique à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais peut-être aider les gens ou au moins, tu vois, leur donner des conseils qui pourraient être dans des situations similaires? Mm. Ben ouais, carrément. Et t'as tout à fait raison. En fait, le lien il est tellement peu fait, mais quand on a un Descartes qui nous dit je pense donc je suis, déjà on scinde complètement la tête du corps. Donc déjà, ça crée. Finalement, on est dans une société où notre cerveau est devenu gigantesque. Si on devait peindre, d'ailleurs ça a un nom, c'est l'homonculus justement. Si on devait dépeindre un peu notre perception interne de notre globalité, on a une tête gigantesque en fait maintenant, parce que tout est situé là. Et on est incapable finalement de faire le lien entre ce qui se passe. Je suis en train de montrer ma tête, désolée pour les personnes qui écoutent le podcast, mais on a énormément de mal à faire sortir les choses de la tête et à les reconnecter à notre corps. Donc déjà, ça, c'est quelque chose, moi c'est pour ça, enfin après ça n'a rien à voir, mais c'est pour ça que le yoga, pour le coup, moi je trouve que c'est hyper intéressant comme approche parce que ça reconnecte vraiment les deux. Mais d'un point de vue organique, bien sûr, on a donc notre système digestif qui est vraiment littéralement la barrière entre le monde extérieur qu'on va mettre à l'intérieur de notre corps et notre corps, notre organisme. Donc déjà, ce système digestif, c'est un peu notre bouclier et en même temps notre assimilateur d'énergie, notre assimilateur de nutriments. Il est colonisé par des dizaines de milliers, de milliards de bactéries. Donc il y a tout un petit monde à l'intérieur qui œuvre à chaque seconde pour nous maintenir en santé, tout simplement, et faire la passerelle entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc évidemment que cette partie-là, ce petit monde, qui est en plus un véritable système nerveux autonome à part entière, et un véritable deuxième cerveau, parce qu'il y a un paquet de neurones aussi, bah, il communique avec notre système nerveux central et notre cerveau, heureusement, parce que sinon on serait des robots en fait. Non, même les robots, hein, tout communique, hein, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc c'était un très mauvais exemple. Mais sinon on serait des têtes sans corps en fait. Et ça, les gens l'oublient parce que déjà c'est pas quelque chose qu'on apprend du tout. Voilà, on apprend à se pas à remplir manger la tête. déjà, donc Ouais, alors on n'apprend pas à manger, et puis ouais, on apprend à se remplir la tête, et c'est tout, point barre. Voilà. Et du coup, on a cette scission totale entre la tête, pardon, et le reste du corps, et notamment le ventre, et on oublie que c'est en communication interdépendante permanente. Permanente. C'est-à-dire que le cerveau a besoin du feedback qui est renvoyé par le système digestif et toutes les petites bactéries qui bossent à l'intérieur. Et le système digestif est en communication permanente avec le cerveau qui lui renvoie des informations ultra importantes. Et malheureusement, dans une société dans laquelle le stress est prépondérant, et même quand on le sent pas forcément, on a cette espèce de stress chronique qui est très insidieux et qui malheureusement s'est un petit peu immiscé dans la vie de beaucoup de personnes qui ont ces modes de vie modernes. Et ce stress chronique, il affecte en fait le fonctionnement de notre système digestif. Il est très détrimentaire pour nos petites bactéries qui, elles, sont en train de batailler et de s'équilibrer en permanence pour qu'on soit en bonne santé, pour faire de leur mieux aussi pour assimiler de la bouffe qui n'est pas toujours de la meilleure qualité. Et du coup, ce stress permanent, ces émotions liées, enfin, je ne vais pas les appeler émotions négatives parce qu'elles ont lieu d'être, mais en tout cas, toutes ces on va dire négatives avec de gros guillemets, elles affectent en fait notre ventre en permanence. Et ça, on a oublié en fait que ça pouvait arriver. Et j'ai
tellement de personnes stressées qui ont d'énormes problèmes digestifs qui vont venir après augmenter encore plus leurs états de stress, sachant qu'en plus, effectivement, tout ce qui est production des neurotransmetteurs dits du bien-être, comme la sérotonine, ça démarre, ça prend naissance dans le bidon. Hein, donc tout ça, ça va commencer à se dérégler, ça va accentuer encore plus des états de stress, des états dépressifs. On sait que, par exemple, la dépression est un des symptômes d'une dysbiose du microbiote intestinal. Donc, les deux sont liés en permanence et ça va dans les deux sens. Donc, il faut comprendre vraiment qu'il y a un ascenseur qui monte et qui descend en permanence et que, du coup, il faut à la fois travailler, et ça, vraiment, sur son état émotionnel, ça, c'est très important. Et c'est quelque chose, j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Le cerveau est d'une complexité telle qu'il faut arrêter de croire, là, avec notre super méga ego, que c'est la honte d'aller voir un psy, que c'est la honte de se faire accompagner par un ou une thérapeute. C'est pas la honte du tout, au contraire. C'est la honte de vouloir tout faire tout seul. Voilà. Je voulais pas te couper tout à l'heure, mais je pense que c'est un message important parce que nous, on est encore une fois un petit peu plus vieux et on comprend que demander de l'aide, justement au niveau de notre santé mentale, au niveau du questionnement qu'on a avec soi-même, c'est parfois beaucoup plus évident de trouver les réponses à nos questions quand on a quelqu'un qui va nous guider dans cette démarche, parce que les gens pensent que c'est seulement un médecin, mais c'est aussi souvent un guide qui permet d'orienter un questionnement pour que, de toute façon, les questions auxquelles on a besoin d'avoir des réponses viendront de toute façon de nous et de nous-mêmes. C'est pas quelqu'un qui va vous dire comment vous êtes, en fait. C'est vous qui allez découvrir qui vous êtes finalement. Et c'est juste quelqu'un qui va vous aider dans cette démarche. Et effectivement, quand tu as des problèmes qui se répercutent au niveau de ta santé physique ou au niveau de ton alimentation, c'est quand même vachement bien d'avoir quelqu'un qui nous aide dans cette démarche. Du coup, ce que tu dis en quelque sorte, c'est que beaucoup de gens regardent peut-être plus leur alimentation au lieu de jeter un œil sur le côté un peu plus psychique et leur santé mentale, leur affect, les affects de leur vie quotidienne en termes de stress, etc. C'est ça? Bien sûr. En fait, j'irais même plus loin, c'est que malheureusement, parce qu'on a aussi un manque d'éducation, comme tu disais, énorme sur l'alimentation, et ça dès le plus jeune âge, et on cherche même plus spécialement, enfin moi je vois la majorité des personnes dont je peux lire les témoignages qui viennent m'en parler, qui me renvoient du feedback quand je communique sur le sujet, sont des... désolé, c'est Doudi qui a aboyé. Doudi, tu arrêtes. Ce sont des personnes qui vont, parce qu'encore une fois, notre société nous a un peu éduqués de cette manière-là, vont chercher à régler ce problème, non pas même par l'alimentation, mais par des pilules, en fait, par des suppléments, parce qu'on est comme ça maintenant. Et c'est pour ça que moi, je me suis penchée sur la naturopathie, qui est vraiment une approche holistique et surtout une reprise de pouvoir sur nos propres capacités de prévention et d'auto-guérison. Attention, ça ne remplace pas la médecine conventionnelle, attention, mais par contre, il y a beaucoup de choses qu'il faut absolument qu'on réapprenne, dont on reprenne conscience, et des outils qu'on a littéralement entre les mains à l'intérieur de nous, qu'il faut qu'on soit capable d'utiliser avant de se jeter aveuglément dans l'allopathie et d'attendre qu'il y ait une pilule miracle qui règle tous les problèmes du monde. Et pour la digestion, et pour le ventre, pour les problèmes de ventre, c'est exactement la même chose. Et tu disais, effectivement, les personnes effectivement n'ont pas cette conscience de l'impact de nos états psychiques, émotionnels sur notre système digestif et sur la santé en général, parce que ça ne s'arrête pas au système digestif. Mais la plupart des personnes n'ont pas non plus conscience de l'impact de leur alimentation sur ces problèmes qu'elles peuvent subir. Et alors, c'est un petit peu comme un mal de dents latent, mais pas suffisamment, qui n'est pas encore une rage de dents, donc on fait avec. Ça peut durer très longtemps. Pendant ce temps-là, la dent, elle pourrit littéralement. Mais ça peut durer assez longtemps. Le ventre, ça peut durer même encore plus longtemps, parce que ça peut même durer toute une vie. De manière anecdotique, j'ai eu pas mal de clients qui avaient des problèmes de digestion et qui se sont jamais posé la question, en fait. Et quand j'ai travaillé avec eux, je leur ai dit, non mais là, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui se passe, et on a fait une diète d'élimination et on a sélectionné des aliments, etc. Et ça a changé leur vie. Et parce qu'ils avaient entre 25 et 30 ans et qu'ils avaient eu des problèmes de digestion, des problèmes de ballonnement toute leur vie,
ils ont C'est jamais remis normal. ce concept en question. Ils sont, Ouais. mais oui, mais j'ai des mails entiers où c'est genre, non mais j'ai toujours été comme ça. Et je fais, mais oui, Ouais. mais ça c'est pas la normalité. C'est pas normal que tu sois ballonné, c'est pas normal que tu aies des maux de ventre tous les jours. Enfin bref, c'est quelque chose que tu dois remettre en question. Et c'était super intéressant ce que tu disais sur le fait que malheureusement il y a eu une dérive parce que d'un côté les médicaments c'est aussi une solution miracle dans beaucoup de cas par rapport à ce qu'on faisait il y a des milliers d'années. Donc c'est quand même des outils qui sont fantastiques, comme tu le disais. Mais le problème c'est que tu as cette dérive où avant de remettre ton lifestyle en question, ton approche de ton mode de vie, etc., tu te dis, ah bah j'ai un problème de gastrite, ah bah je prends un médicament. Alors que, Mm. oui, mais peut-être que si je gère plus mon stress, si je médite, si je réponds à des questions qui sont dans l'arrière de ma tête et que je n'ose pas aborder, bah peut-être que Ouais. ça va être la solution en fait sur le long terme. Ouais. Oui, et tiens, je rebondis sur ce que tu viens de dire, le fait de répondre à des questions qui sont en arrière-plan et qu'on a tendance à refouler. Il faut savoir qu'à un moment donné, le corps parle quand on n'exprime pas les choses d'une manière vocale ou qu'on ne laisse pas la place dans nos pensées à des émotions très très fortes, notamment, le corps va les exprimer à un moment donné. Et c'est là que justement, on prend conscience de cette formidable intercommunication permanente entre le corps et la tête. C'est que si ça peut pas sortir d'une manière, ça sortira de l'autre. Donc ouais, c'est hyper important. Et oui, je rebondis encore une fois sur ce que tu disais, le nombre de personnes qui vivent sous laxatif ou au contraire, enfin souvent sous laxatif d'ailleurs, parce que la constipation, surtout chez les nanas, c'est quand même... Mais c'est admis, encore une fois. Puis alors, faut surtout pas en parler parce que bon, c'est pas glamour. Donc ça aussi, c'est un peu la honte. C'est les problèmes Les de filles, vide, ça on a fait caca? tendance à... Des paillettes, uniquement des paillettes. Et des chocopops aussi. C'était charmant. Mais Super. voilà. Mais voilà, on a ce côté en plus où c'est pas glamour. C'est pas glamour, donc on n'en parle pas, c'est tabou. Voilà. Mais bon, c'est comme beaucoup de choses. Et puis les hommes n'en parlent pas beaucoup plus, même s'ils sont beaucoup plus Ouais. prompts Bah, à péter à tour de bras après quand ça il touche faut à être leur ventre. fort Faut et être ne pas se fort. plaindre, etc. Voilà, Et du coup, exactement. aujourd'hui, tu as réussi à justement trouver des réponses peut-être à tes questions que tu te posais, tu as adapté ton alimentation, et il y a eu un vrai changement sur ta santé physique. L'Amandine d'il y a 5 6 ans est complètement différente aujourd'hui. Ouais. Ouais. Alors encore une fois, tout s'est fait en même temps. Donc il y a le côté lié vraiment à mon travail de développement personnel, de construction de ma personne qui a beaucoup joué parce que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à affirmer mes valeurs, ma personne, donc à me redonner de la place en fait en tant qu'individu, sans devoir nécessairement me lier à d'autres représentations d'autres personnes. Voilà, tout simplement à m'affirmer en fait en tant que personne, ce qui m'a permis aussi de me débarrasser de beaucoup de complexes que j'avais, de sentiments d'illégitimité, etc. Ça, Et j'ai des puis, questions pour toi par rapport à ça un peu plus tard. ah, d'accord. Alors, je vais faire vite du coup. Et puis après, ouais, d'un point de vue beaucoup plus, comment dire, pratique et concret, il y a eu deux choses. C'est que déjà, le fait de m'être lancée dans cette alimentation, de focaliser sur des choses tellement plus positives que les simples données numériques de mes apports macronutritionnels quotidiens, mais le fait de focaliser sur la diversité de ce que je mangeais, la découverte de nouveaux aliments, et puis le fait d'être hyper heureuse de enfin manger d'une manière qui ne crée pas de conflit intérieur en fait. Ça m'a changé la vie et puis surtout ça m'a permis de me nourrir parce que très concrètement j'ai recommencé à intégrer notamment des glucides en quantité bien plus abondante que ceux à quoi j'avais habitué mon corps en du coup créant énormément de déséquilibres notamment hormonaux et ça, clairement, je l'ai ressenti tout de suite. C'est-à-dire que j'ai senti que mon métabolisme
avait repris un coup de boost, mais vraiment très rapidement. Donc quand tu me disais si j'avais repris du poids, alors effectivement j'en ai repris après ma compète et c'est normal parce que tout simplement déjà on recharge les réserves de glycogène, hein, voilà. Et puis j'ai repris un petit peu de gras, mais comme j'étais encore, avant de prendre cette décision, j'étais quand même encore dans une phase de hyper contrôle, hyperphagie, hyper contrôle, hyperphagie. Donc finalement, je maintenais plus ou moins ma shape, mais c'était pas franchement joyeux, quoi. Hein. C'est mon rapport à C'est des cycles l'alimentation. infernales, quoi. Ah ouais, c'était pas top. Hein. Donc le fait de me libérer de ça et de renourrir mon corps en me disant, je m'en fous. Là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de manger de manière épanouissante. Voilà. Et du coup, j'ai quand même gardé une phase pendant laquelle j'ai gardé un œil sur ce que je mangeais parce qu'il a fallu en plus pour pas faire d'erreur, hein, tout simplement pour être sûr de combler mes besoins. Il y a des aliments, notamment les légumineuses que je mangeais absolument jamais. J'avais besoin de savoir ce que ça allait m'apporter quand même concrètement dans la journée, mais par contre je cherchais pas à contrôler. C'était vraiment plus une position d'observatrice en me disant ok, donc là, oh bah dis donc, je mange 1000 calories de plus par jour que ce que je mangeais avant. Je pète le feu. Je suis en super forme, là ça va. Et puis il y a des moments où j'ai du coup dépassé, où je me dis là c'est un petit peu trop pour moi, etc. Donc il y a quand même eu, je pense une année durant laquelle j'ai réajusté, où j'ai gardé un œil sur mes apports nutritionnels, mais voilà, vraiment pour observer, pour réajuster en fonction de mes besoins, parce que en plus je suis quand même relativement sensible à mes signaux corporels. Donc quand je prends du poids, je m'alourdis, je me sens pas à l'aise en fait. Ça me gêne dans même mes mouvements, mes entraînements. Donc voilà, ça m'a vraiment permis d'ajuster un petit peu le curseur et d'établir vraiment les fondements de cette alimentation nouvelle pour moi. Mais voilà, d'un point de vue totalement physique, Et puis j'ai en plus, pété tu le feu. mangeais en relation avec tes valeurs, et ça Ouais, clairement, au niveau mental et psychologique, ça a fait une grosse différence, quoi. ça nourrit autre chose que juste les besoins physiques. Et ça, du coup, ça nourrit beaucoup mieux aussi. Et ça, c'est un truc que j'ai appris et ça a été une énorme surprise. Et pourtant, maintenant, c'est évident pour moi, c'est logique. Mais à un moment donné, quand on est en conflit avec son alimentation, même si sur le papier, on comble ses besoins nutritionnels et qu'on est à l'équilibre, et ben on peut être pas du tout à l'équilibre et être en manque. Ou ne pas être satisfait ou être frustré juste parce que finalement la nourriture, en fait, l'alimentation au quotidien n'est pas épanouissante. Et ça moi ça m'a changé la vie. Donc ouais, j'ai nourri bien plus que mon corps. Alors déjà mon corps était content d'être nourri parce qu'il avait des ressources énergétiques dont je l'avais privé depuis très longtemps. Donc non, je me suis pas transformée en baleine parce que j'ai remonté de 30 voire 40% mes apports en glucides. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai eu beaucoup plus d'énergie à utiliser dans mon quotidien, à utiliser à l'entraînement aussi. Donc j'ai repris beaucoup de plaisir à m'entraîner, à utiliser mon corps parce que du coup il était en forme. Et puis d'un point de vue psychologique, j'étais aussi beaucoup plus en forme parce que j'avais notamment des sécrétions de neurotransmetteurs qui étaient beaucoup plus normales. J'avais mes hormones qui étaient plus complètement anarchiques. J'avais un système endocrinien qui fonctionnait plus de manière totalement anarchique. Donc effectivement, ça s'est rééquilibré et je me suis sentie mieux en fait. Je me suis sentie mieux physiquement, je me suis sentie mieux mentalement. J'avais plus cette espèce de chape de plomb sur la tête que j'ai traîné pendant des années. Et donc voilà, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas juste l'alimentation, le type d'aliment, c'est vraiment un tout en fait. C'est pour ça l'alimentation, ça vient bien au-delà de ce qui se passe dans l'assiette. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience en fait. Donc ouais, je suis en forme quoi. Je suis toujours en forme d'ailleurs. Et justement, t'es quelqu'un qui est très occupé, tu produis beaucoup de contenu, t'es super famous maintenant. Je vais faire attention à pas dire trop de conneries, sinon tu vas cracher partout sur ton ordinateur. Je bois de l'eau, précision, je bois de l'eau. Comment tu gères ton quotidien, comment tu gères ton pro et aussi l'équilibre avec ton perso, parce que tu as deux gosses, tu as Monsieur Front et Doudi. Est-ce que, est-ce que tu peux nous donner un peu, parce que je suis sûr que tu as un peu une routine, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tes journées se déroulent et comment tu gères ça justement, parce que quand on est en freelance, c'est quelque chose qui est pas facile, parce que les gens pensent qu'on ne travaille pas quand on est sur les réseaux, etc., alors que c'est souvent un peu le contraire. Mais
Je te laisse. Non, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison et c'est encore très abstrait, hein, l'infoprenariat. Parce que c'est pas quelque chose de palpable en fait. C'est du travail en ligne, on travaille en ligne, donc on peut pas dire moi j'ai une société de BTP qui emploie tant de personnes. Non, nous tout est en ligne, tout est dématérialisé quasiment. Et en plus quand les réseaux sociaux sont liés, malheureusement pour beaucoup de personnes, c'est très superflu tout ça. Puis ça demande surtout pas de travail, alors que c'est un travail monumental. Et bon, moi, j'ai toujours eu l'esprit entrepreneur. Hein. Je sais depuis très longtemps que je suis pas faite pour être guidée, que je suis pas. J'ai besoin d'être totalement libre de mes pensées, de mes décisions. C'est à double tranchant parce que effectivement, du coup, on est en roue libre et on est totalement responsable de tout ce qu'on fait. Voilà, le bon et les conneries. Voilà. Donc on peut pas spécialement avoir la flemme, on peut pas. Moi je sais qu'à l'heure actuelle, là je suis vraiment à un moment charnière du développement de mon entreprise où on va entrer dans une phase d'expansion en fait qui va impliquer de gros enjeux. Donc je vais m'en rajouter un petit peu plus sur les épaules. Et là, déjà il faut énormément d'autodiscipline et il faut être structuré. Parce que sinon déjà le burn-out n'est vraiment pas loin si on n'est pas structuré. Et ça, c'est pas quelque chose de très intéressant à vivre, hein. Voilà, clairement. Et puis ça bouffe la vie et ça peut se répercuter aussi sur des aspects sociaux, personnels de la vie. Et ça concerne beaucoup de personnes qui bossent à leur compte, qui sont entrepreneurs, parce que la frontière est vraiment ténue en fait. Alors moi là, ça m'a changé la vie parce que je viens de déménager, j'ai un bureau et du coup, quand je rentre dans mon bureau, je suis beaucoup plus productive. C'est-à-dire que pour moins de temps passé, je produis plus parce que c'est mon bureau. C'est comme si je rentrais dans ma salle de sport, j'y vais pas pour papoter, j'y vais pour m'entraîner. Bon, là, les salles sont fermées, donc c'est pas une super bonne comparaison, mais voilà. Bon, et alors qu'avant, j'avais mon bureau partout, en fait. C'est-à-dire que je bossais dans mon lit, je bossais sur mon bureau, mais qui était dans mon salon, puis je bossais sur mon canapé, et puis je bossais dans ma cuisine, évidemment. Donc la charge mentale était énorme. J'étais sans cesse en mode boulot, c'est-à-dire vraiment du moment où j'ouvrais les yeux au moment où je me couchais. Et du coup, c'était très difficile de faire la part des choses et de m'octroyer des moments de non-travail. Maintenant, je peux le faire et je peux le faire aussi parce que je n'habite plus toute seule et que du coup, quand je suis avec Monsieur Front, il n'est pas question de parler boulot. Des fois, on en parle, mais moi, je veux pas que le boulot reste et que mon entreprise reste au cœur des conversations et de mes pensées. Donc, du coup, j'arrive maintenant à avoir ces périodes durant lesquelles je ne pense pas à travail et puis surtout je ferme mon bureau. Alors c'est vrai que maintenant je filme en cuisine, etc. Mais encore une fois, ça c'est un gros changement que j'ai fait. Maintenant j'ai des périodes de filming durant lesquelles je filme tous mes contenus vidéo. Donc hormis les stories et le contenu Instagram, maintenant tout ce qui est sur YouTube c'est très professionnalisé. On fait ça avec l'équipe, avec mon caméraman que tu connais, Clément. Très talentueux d'ailleurs. Yes. Et voilà, c'est des phases de filming. Là, on en démarre une demain là, pendant 10 jours. C'est très intense, mais par contre, une fois que c'est fait, c'est fait. Et le reste du temps, ma cuisine n'est pas mon lieu de travail. Voilà. Et du coup, ce fait de structurer, et ça, je le recommande beaucoup aux personnes qui se mettent à leur compte, et surtout que l'infoprenariat se développe énormément. Donc, il y a de plus en plus de personnes, mais en télétravail aussi, hein, d'ailleurs. C'est exactement la même chose. C'est qu'il faut réussir à s'octroyer des moments qui n'ont rien à voir avec le travail. Par contre, il faut aussi réussir à s'octroyer des périodes, et ça, faut pas hésiter à les matérialiser, à les noter sur un planning, des périodes, des créneaux horaires qui sont entièrement dédiés au travail. Que ce soit pas une espèce de flou artistique, ah tiens, je vais me remettre au boulot, ah là, je vais m'arrêter, faut que j'aille faire des courses, ah puis je retourne au boulot, et puis après le soir, il me reste des trucs à finir, je me mets avec mon ordi au lit. Là, c'est n'importe quoi. Le cerveau se déconnecte jamais, on ne sort jamais du mode boulot. Donc alors, au niveau social, au niveau amoureux, intime, ça peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Et puis alors, niveau sommeil non plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on récupère pas, on n'a pas de phase de récupération. Donc il faut vraiment structurer. Et ça, avoir un planning, allouer des heures de travail. Si on peut allouer un espace de travail dédié, c'est hyper important. Et puis moi je suis... Ouais. Du coup, au niveau de ta routine, tu travailles plus par bloc ou tu as vraiment une routine quotidienne? Alors non, j'ai pas de routine quotidienne parce que j'ai beaucoup de tâches en fait avec lesquelles jongler en permanence, et puis ça va dépendre aussi des phases de préparation de contenu et de tournage de contenu comme on va le faire là. C'est-à-dire que là par exemple j'ai donc l'équipe qui vient
qui bravent le confinement, parce que nous y sommes autorisés évidemment, hein, j'insiste là-dessus. On va pas faire une fête en loose day, on va travailler. Et donc j'ai une équipe là qui vient à partir de demain et qui va rester pendant 10 jours. Et on a énormément de travail à faire ensemble. Moi, j'ai eu énormément de travail à préparer avant. On est en train de bosser sur deux grosses solutions qui vont arriver dans les mois qui viennent et qui vont marquer un petit peu la transition, le développement de mon entreprise aussi, de ma démarche entrepreneuriale. C'est vraiment hyper important. Donc en ce moment, je charbonne beaucoup et j'ai des gros blocs de travail sur du contenu que en temps normal, qui est un petit peu moindre en temps normal. Donc, en ce moment, j'avoue que par exemple hier on était dimanche, j'ai peut-être bossé la moitié de ma journée quand même. Mais par contre, je me suis mise dans mon bureau pour travailler, ce qui fait qu'à chaque fois que j'en sortais, on est allé se promener, on est allé acheter des fleurs, etc. Et ben ces moments-là, j'étais pas en mode boulot. Et finalement, dans ma journée, j'étais beaucoup plus productive parce que j'ai vraiment octroyé ces moments où j'étais pas sur le canapé à bosser à moitié. Donc voilà. Mais sinon, j'ai pas vraiment de routine parce que ça peut être très variable entre YouTube, alors la présence permanente sur les réseaux sociaux qui demande beaucoup de temps. Et puis de la créativité aussi permanente, on s'en rend pas compte parce qu'on voit des stories, c'est rigolo et tout. On t'a dit que c'était pas du travail, les réseaux sociaux. Ouais, voilà, c'est pas du travail, mais ouais, mettre un trépied juste pour filmer, c'est tout bête, mais moi je sais que j'ai pour habitude de montrer mes fameuses nice cream ou mes petits déjeuners du matin, parce que je sais que ça peut faire... J'ai toujours pas essayé d'ailleurs. Ouais, bah t'as qu'à revenir, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, parce que ça ne s'envoie pas une nice cream. Mais parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont dire ah ouais tiens, je vais essayer de me faire un bon petit déjeuner demain plutôt que de manger un gâteau sur la route ou un biscuit en sachet sur la route. Peut-être que ce sera quand même un petit peu mieux parce que ça a l'air vachement bon. Voilà, c'est le genre de message que je veux faire passer. Mais ces petites choses-là, ça demande du boulot. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc je pense que dans la journée, j'ai au moins 20 à 30% de mon temps de cerveau et de mon activité qui est orienté réseaux sociaux. Que ce soit pour la création de stories ou de posts, parce que les posts demandent aussi du travail, c'est aussi quelque chose qu'on peut oublier des fois. Et puis, le reste, ça va être la création de contenu pour tout ce que je propose qui fait vivre mon entreprise, donc ce qu'on va dire, ce qu'on peut appeler le contenu payant. Va y avoir aussi un petit pourcentage de temps administratif, comptable, juridique, hein, toutes ces petites choses-là qui sont fantastiques à vivre en tant qu'entrepreneur. Voilà, on adore ça. Donc ça occupe quoi, 10% de mon temps en général. J'en ai fait un petit peu avant qu'on commence ce matin. Et puis après, le reste, ça va être encore plus de travail de création pour notamment ma chaîne YouTube qui demande énormément de travail. Hein. Ça, le but cette année, c'est vraiment de la développer aussi beaucoup. Et puis l'apprentissage. Voilà. Donc il faut que j'arrive à jongler avec ça. Il y a des journées où je vais être beaucoup plus focus sur une partie, où je vais peut-être en délaisser un petit peu d'autres parce que c'est moins urgent, parce que j'essaye vraiment de prioriser, chose que je faisais pas avant. Avant, je me levais le matin, j'avais une liste de trucs à faire et puis je les faisais un petit peu n'importe comment en me disant ok, c'est fait, sauf qu'en fait, il y avait des choses très importantes que je faisais des fois à l'arrache à la dernière minute parce que j'avais pris trop de temps à faire des choses qui étaient beaucoup moins importantes. Donc ça, j'ai appris à prioriser les tâches. C'est important. C'est très important, ça évite de brasser de l'air et de consacrer du temps inutile à des tâches qui le sont moins. Et t'arrives à déléguer ? Ouais, maintenant, ouais. Alors ça a été... j'ai beaucoup appris sur cette année 2020 et le fait de déléguer, ça a été quelque chose... là, je me suis vraiment rendu compte. Déjà, si je voulais sortir d'un fonctionnement artisanal dans mon fonctionnement entrepreneurial, il fallait que je constitue une équipe. Le problème, c'est que vouloir constituer une équipe, c'est quelque chose. Trouver les personnes, c'en est une autre. Donc ça a été le plus dur. Hein. C'est quand même un souhait que j'avais depuis longtemps, mais je me rendais compte que finalement, si je le faisais moi-même, c'était quand même mieux parce que j'avais pas trouvé de personnes qui étaient capables de le faire. Donc il faut chercher. Hein. Si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut chercher. Il faut chercher, il faut essayer, et il faut pas se dire non, mais de toute façon, ce sera mieux si je fais toute seule, parce que finalement, la fameuse zone de génie qui permet vraiment de se développer d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, on peut pas trop l'exploiter si on passe notre temps à faire des activités annexes que d'autres personnes feraient mieux en plus, en moins de temps, et donc de manière plus rentable aussi. Donc il faut vraiment prendre le temps de chercher et définir les profils à qui déléguer. C'est pareil, c'est pas un truc vague, genre il me faudrait un ou une community manager, je vais chercher. Non, il faut d'abord établir la liste de tâches, le profil idéal, pour ensuite trouver la bonne personne. Ça, c'est hyper important.
Tu parlais de continuer à apprendre, donc concernant ton apprentissage, comment tu continues à grandir, comment tu continues d'apprendre en fait, comme on sait, stagnation is death, donc est-ce que c'est quelque chose que tu intègres dans ton planning aussi, est-ce que tu continues à te développer? Alors, ouais, ça c'est le seul truc qui est un peu moins structuré, parce que finalement je le mets là où il y a des trous. Ce qui fait que je mets autant de temps, notamment à faire ma formation en naturopathie. Alors, certes, c'est une formation certifiante, donc c'est une formation normalement qui se fait sur environ 2 ans. Moi, je pense que je vais même mettre plus de 2 ans à la terminer parce que j'y alloue le temps que je peux lui allouer en fonction des semaines et Hmm. des besoins. Donc en ce moment, c'est pas évident parce enfin, toute mon énergie et mon temps de cerveau sont focalisés sur la création de là ce qu'on va mettre en place sur cette année, donc pro. Mais voilà, donc ce que je fais, c'est que si je sens que par exemple je sature même niveau pro ou que j'ai fait suffisamment et que j'ai un petit peu de temps que je pourrais consacrer à mon travail, mais que je pourrais aussi consacrer peut-être de manière plus agréable à mon apprentissage, à ce moment-là, maintenant, je fais le choix de couper un petit peu pendant quelques heures et de me dire, ok, je vais me faire cette thématique en naturo, parce que déjà, ça me fait du bien d'apprendre autre chose. Et puis, moi, c'est quelque chose qui me nourrit, hein, de cultiver mes connaissances. Donc ça, finalement, c'est de la récupération, même si mon cerveau travaille toujours. Et puis, bah, je bouffe de l'information en permanence. Tiens, regarde dans quoi je me suis replongée. Alors, pour ceux qui, si vous voyez pas, évidemment, Ah, le fameux, l'unique Anatomie pour le mouvement, qui était celui que j'ai acheté donc en 2003, quand je suis rentrée en formation brevet d'état des métiers de la forme. Je me suis replongée dedans parce que j'ai besoin de certaines infos. Et puis, en plus, c'est un plaisir ouais. de se replonger dans ce genre de bouquin. Bah, tu vois, j'ai sur mon bureau, j'ai l'art du mouvement aussi, autre petite pépite, hein, des éditions Fortrainer. J'ai toujours plein de bouquins sur mon chemin dans la maison que j'ouvre, que je feuillette en fonction des envies, des besoins. Je fais en sorte, et je suis, alors ça c'est un truc qui est fantastique, parce qu'évidemment il y a les connaissances liées à la profession, mais il y a aussi tout le reste. Moi je suis fan de géopolitique par exemple, et ce qui est génial c'est qu'avec mon mec on a des discussions extraordinaires là-dessus, parce que lui est très calé, et c'est pour ça qu'on parle pas du tout que de fitness ni de travail. Et je suis abonnée à Science et Vie et Sciences Humaines. Alors, Junior. attends, c'est génial. Mais alors ça, je sais pas du tout si ça existe. Je pense que ça existe toujours, mais pour les plus jeunes, Sciences et Vie Ouais. Junior, c'est la vie. C'est Je sais pas, génial. j'ai l'impression que les magazines, Ça c'est un meurt. peu, En fait, ouais. moi, c'est pour ça que j'ai fait la démarche de m'abonner, parce que je voulais apporter ma petite contribution à cette économie-là qui est très importante, hein, qui est la presse papier, et notamment ce genre de presse qui est très qualitative, hein. Euh, et donc, j'ai décidé de m'abonner. Et puis finalement, je trouve ça génial parce que je me retrouve à lire des choses et à apprendre des choses que je ne serais pas allée spontanément apprendre par moi-même si j'avais pas eu les articles sous les yeux. Donc c'est absolument génial en fait. Donc voilà, j'essaye vraiment et les podcasts évidemment, quand je cuisine, quand je fais des activités. Bon bah là pendant le déménagement c'était monter des meubles évidemment et faire les cartons. Quand je fais ce genre d'activité qui ne demande pas d'activité cérébrale en fait, je me mets des podcasts dans les oreilles, dont le fameux Fitness Logic Radio d'un certain Nevin. Allez, les petits plugs gratuits. Merci. T'as vu? Ah. Non mais là Euh, je vais me faire tes derniers épisodes, ils ont l'air géniaux en plus. merci. Qui est-ce que tu considérerais, est-ce que tu en as comme des mentors ou des guides dans ton parcours? Bah alors, Doudi, il veut me dire bonjour Eh, en fait. dis donc. Non mais Doudi des fois exactement, tu lui manques. Je Alors, sais. vous qui écoutez, il faut que vous sachiez que Doudi est en adoration devant Nevin. Voilà. Parce que je C'est lui, tout. je lui transmets tout l'amour qu'elle mérite en fait, c'est pour ça. Voilà, et un peu de lasagne des fois aussi. Bref. Chut, chut. Euh, des mentors. Non, alors moi en fait non, c'est pas que j'ai un gros problème, c'est que c'est pareil, hein, de par mon vécu, moi, le statut du mentor est quelque chose Et que j'ai encore trop tendance. je pense qu'en France, Ouais, on voit un mentor comme quelqu'un qui va un peu nous façonner, pas comme un gourou. mais ouais, alors que tu sais, Mm. au niveau anglo-saxon, c'est plus quelque chose comme, encore une fois, comme un guide qui t'a permis de trouver des réponses à des questions que tu te posais, mais Mm. sans imposer quoi que ce soit, pas de méthode particulière, pas Mm. forcément de principe, mais après, c'est possible que tu n'en aies absolument pas, hein, c'est juste une question, hein.
Ouais, non, il y a beaucoup de personnes dont j'admire le travail et les connaissances, et donc dont je m'abreuve beaucoup, enfin, en termes de connaissances, Bah, parce justement, quelles seraient que, les ouais. personnes qui t'influencent le plus ou qui t'ont le plus influencé au long de ton parcours? Alors, je pense que... oh, il y en a eu tellement. Alors, attends, je réfléchis, on va essayer de faire ça dans l'ordre. À part Nevin Barnett Euh, de Fitness Logic ah, Radio, hein, ouais, parce que bon, hein, attention, c'est du lourd. Mais non, je pense que le tout premier, dont j'ai vraiment adoré le travail, et ça commence à dater, hein, c'est un peu un doyen lui aussi, c'est Christophe Cario, évidemment. Ok. Voilà, Christophe Cario, il a démocratisé le bien-être par le mouvement, la santé physique. Il a amené aussi beaucoup de choses anglo-saxonnes qui n'étaient pas disponibles chez nous encore. Donc Ouais, il parce a que mis tout ça. c'est vrai Ouais. que Christophe, il travaillait avec des équipes de football américain Mm, dans les années 2008-2010. Et je me mm. rappelle avoir... je consommais aussi son contenu il y a 2010, 2011, 2012 peut-être, dans ces eaux-là. Il avait sorti des bouquins aussi à l'époque, comme le- Ah bah il y sur a le encore sans mouvement... douleur. Ouais, encore sous douleur, ouais, Après exactement. ouais. Après il a créé la méthode CTS, etc. Mais c'était beaucoup plus tard. Mais Ouais, ouais, au ça, départ c'était. j'avais décroché à ce moment-là. Oui, puis c'est là qu'en fait beaucoup d'autres ont commencé à arriver, et puis surtout ces connaissances ont commencé à franchir les frontières et l'océan pour le Ouais. coup, avec le fameux bouquin de Kelly Starrett, Becoming a Supple Leopard, qui a après été traduit en français par notamment les éditions Partenaires justement. Et donc il y a énormément de littérature après qui est arrivée, mais vraiment Christophe Cario était le premier, et que ce soit ses livres et son blog, c'était une source d'information géniale. Après, j'aime encore, et c'est marrant parce que ça a été un des premiers que j'ai découvert et dont j'adhère toujours autant à l'approche, c'est Julien Venesson. Voilà. Lui, pareil, un des doyens, hein, c'est quand même lui à la base qui avait sorti Nutrition de la force il y a très longtemps. Je crois que c'était le premier bouquin sur En le sujet français. qui soit, ouais, en français, qui soit à la fois accessible, qui puisse concerner tous les pratiquants de la musculation sans avoir besoin d'avoir des connaissances ultra poussées en diététique, etc. Donc ouais, Julien Venesson, et je trouve qu'en plus le cheminement qu'il a suivi, enfin moi, me parle beaucoup. Et c'est donc un Parisien maintenant qui est à la campagne. Et justement, son rapport au vivant, son rapport aux produits, à l'agriculture, moi je trouve ça très intéressant. Puis c'est une personne extrêmement intelligente qui produit du contenu, des informations de qualité avec beaucoup de neutralité. Donc ouais, je dirais vraiment les deux références pour moi. J'en ai pas d'autres en tête, mais pourtant il y en a énormément qui... Ça va être intéressant parce que ça va me permettre de Ouais. rebondir un peu sur ma question d'après, qui était... euh, j'ai une petite idée, mais j'ai pas envie d'orienter la question, donc je vais te la poser de manière assez générale. Est-ce qu'il y a Mm. un paradigme, donc une représentation des choses, d'une normalité qui t'a limité dans la progression et dans ta vie, et que tu vois différemment aujourd'hui? Je rebondis par rapport à Julien Vénesson, parce que Julien Vénesson, c'est quelqu'un qui a produit beaucoup de contenu et qui n'avait pas forcément un titre en particulier, tu Ouais, vois, par rapport à ce qu'il avançait. Voilà, je voulais pas orienter ma question t'es trop fort. et je mets les Je te deux pieds voyais venir dedans. déjà, de toute façon. Bref, Oui, non, voilà, alors, je en me fait, tais. non, mais ça, c'est très lié. C'est vrai que Julien Venesson est un expert et qui détient, je trouve, beaucoup plus de connaissances que de nombreux experts sur le papier, pour le coup. Mais lui, voilà, c'est vrai qu'il a construit ses connaissances sans forcément avoir un statut spécifique. Et alors là, pareil, les guillemets de l'espace, mais est légitime euh, d'un point de vue français, parce que c'est très français ça, hein. Nous Mais les justement, Français, voilà, c'était tu un ne peu peux pas donner, ouais, non mais c'est en train de changer parce que vu malheureusement la piètre qualité délivrée par de nombreux professionnels en leur domaine, maintenant finalement ça s'est un petit peu élargi, et ça marche aussi pour les coachs. Et d'ailleurs vous avez été sacrément précurseur là-dessus avec Bayesian, parce que
beaucoup maintenant de coachs se rendent compte que effectivement c'est le BP, c'est plus le brevet d'État, en plus non, c'est le brevet professionnel qui est reconnu par l'État, mais que finalement ça donne pas forcément des connaissances solides pour devenir un coach compétent, et que y a des formations, donc notamment comme Bayesian, qui vont permettre vraiment, et ça je le dis, je le dis pas parce que t'es la personne préférée de Doudi, tu vois, mais je le dis parce que de manière totalement objective, le contenu que vous délivrez et ce que vous proposez aux personnes est bien plus qualitatif que malheureusement, voilà, c'est ce qu'on si essaie ça permet de faire. d'être. Ouais. Et ça va changer. Ça va changer, je pense, avec le temps. Et je pense que les perceptions commencent à changer parce que les gens s'en rendent compte, en fait, tout simplement. Mais c'est pas parce que tu dis des trucs qui sont extrêmement gentils, mais tout à fait vrai, que tu vas réussir à te tirer les pattes de ma question initiale. J'y viens, et oui, j'ai eu un énorme sentiment d'illégitimité pendant très longtemps. Enfin, pas d'illégitimité, parce que mes connaissances en soi, j'ai toujours vu des résultats extrêmement positifs sur les personnes que je coachais, et de par le feedback que je reçois au quotidien. Donc ça m'a jamais vraiment permis, enfin, ça m'a jamais fait douter de la qualité de mon travail et de mes compétences. Et parce que je sais que je fais vraiment le maximum pour produire des informations de qualité qui soient utiles. Mais effectivement, et ça, je pense que c'est un petit complexe d'infériorité que j'ai lié au fait que j'ai pas mon bac, que j'étais en rupture scolaire et que j'ai pas suivi de cursus classique, encore moins prestigieux, même si je suis très fière de mon brevet d'État parce que je fais partie des anciens et que c'est un diplôme qui reste encore aujourd'hui très valorisé. Et qui m'a en plus été enseigné par des personnes extrêmement qualitatives, dont peut-être certaines personnes connaîtront le nom, le fameux Claude Kérac, qui était juste un prof extraordinaire. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi je pense que je trimballerai ça toute ma vie si je suis pas médecin, gastro-entérologue et ostéopathe et kinésithérapeute. J'aurais toujours ce petit sentiment d'illégitimité sur lequel je travaille au quotidien, parce qu'effectivement moi mon diplôme officiel c'est coach sportive, diplômé d'État, premier degré des métiers de la forme. Voilà. Après, j'ai fait plein de formations, mais c'est des formations privées qui du coup n'ont pas le même poids que ce qu'on peut retrouver dans des diplômes d'État, bien plus loin des doctorats, etc. Mais maintenant, en fait, je me rends compte, et ça, cette année, ça a beaucoup changé, notamment sur mon approche du mouvement, et là, ce que je vais proposer, je me suis dit, mais en fait, j'ai toute l'expérience qui me permet de proposer ce que je veux proposer avec légitimité. Mais c'est vrai qu'on a encore en France ce besoin de mettre des étiquettes sur les gens où t'es pas légitime si t'es pas nutritionniste ou diététicien, alors que moi, je me retrouve à conseiller des personnes qui ont vu des nutritionnistes et des diététiciens et qui ont été poussés dans des pratiques alimentaires qui ne leur convenaient absolument pas, et je dirais même qui conviennent absolument pas à n'importe quel être humain, malheureusement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté depuis le début de mon activité professionnelle. Et là, j'avais pas les mêmes connaissances que maintenant, et j'étais déjà capable de dire waouh, mais ça c'est pas du tout adapté. Donc on a un gros problème d'étiquette en France, effectivement. Mais je trouve que c'est en train de changer parce que la légitimité par l'expérience est en train de prendre davantage de place. Par l'expérience et par la qualité, en fait. Elle est en train de prendre davantage de place que juste le nom, en fait. Et tu penses que ce paradigme t'a fait un peu perdre du temps dans ta démarche? Est-ce que tu penses que tu aurais peut-être entrepris des choses que tu fais maintenant un petit peu plus tôt parce que tu disais ouais mais non mais ça moi je suis que Amandine, je peux pas le faire, Totalement. les gens ils vont ouais totalement. Là j'ai un exemple tout frais d'ailleurs qui est très récent. Ouais, non, mais je me suis cachée derrière le format vlog un peu artisanal sur ma chaîne YouTube parce que je me sentais pas légitime de faire des vraies vidéos de recettes, parce que pour moi j'étais pas experte en cuisine en fait, alors que ça faisait déjà des années que je faisais des recettes, que je proposais des recettes et que je vendais des recettes, parce que j'ai fait quand même des e-books de recettes qui ont cartonné et qui marchent encore très très bien. Mais il y a à peine quelques mois, en ce début d'année, que je me suis rendu compte que j'avais la totale légitimité et les compétences pour faire des vraies vidéos pro où je m'affiche comme
moi, je vais vous apprendre à cuisiner et pas moi, je vous emmène dans ma cuisine et je vous montre comment je cuisine ce que je mange. Je me suis beaucoup cachée derrière ces choses-là et ça m'a énormément freinée parce que je sais que ma chaîne YouTube, par exemple, si j'avais pas passé mon temps ces dernières années à faire juste des vlogs qui sont sympas, hein, mais juste des vlogs, des journées dans mon assiette, etc. Et si j'étais directement rentrée sur un contenu extrêmement qualitatif et beaucoup plus direct dans lequel je ne noierais pas les recettes que je proposais ou les conseils que je proposais parce que j'avais l'impression de pas être légitime, bah, ma chaîne YouTube, elle aurait 2-3 fois plus d'abonnés à l'heure actuelle et ça, c'est normal. Et du coup, j'aurais fait certainement aussi beaucoup plus de ventes sur mes produits digitaux, mes e-books de recettes, logiquement, puisque j'aurais été plus crédible. Donc, je me suis un peu là-dessus, je dirais pas décrédibilisée, mais j'ai un peu saboté certaines de mes connaissances, mes compétences, parce que j'avais ce côté pas légitime, en fait, de pas me sentir légitime. Et là, en tant que coach, aujourd'hui, ça a été la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on va proposer là, les deux très très belles choses qu'on va proposer d'ici quelques mois, il a fallu que je fasse un gros travail sur moi-même pour me sentir légitime. Alors que les connaissances, je les ai, que l'expérience, je l'ai, mais pour me sentir capable de les proposer et dire ouais, mais carrément en fait, moi je peux apporter ça et c'est pas rien ça. Voilà. Mais Bon, ouais, donc je me suis beaucoup freinée. J'espère que tu informeras nous autres abonnés à ta newsletter d'ici peu. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Justement, par rapport à ça, ça va peut-être un peu aller dans cette lignée, mais si on dit qu'on fait partie de l'industrie du fitness, parce que c'est un peu le cas, hein, qu'est-ce que tu penses qui manque aujourd'hui et de quoi notre industrie a besoin, à ton avis? Qu'est-ce qui te pourrait faire changer les choses dans le bon sens, ou quelle est peut-être même ta vision future des choses? Comment tu l'imagines? Bah, moi, j'imagine l'industrie du fitness comme acteur essentiel de la santé et de l'individu, en fait. Et malheureusement, on en est encore loin de par l'image qu'on donne à cette industrie-là, de par le statut qu'on lui donne, l'importance qu'on lui donne dans notre société. On le voit très bien avec les décisions gouvernementales là, en tout cas les mesures sanitaires en France. Alors, c'est tout aussi piteux pour la culture, hein, clairement, mais quand on voit que des empires de la malbouffe et des hypermarchés accueillent des troupeaux de gens, alors qu'on ferme des acteurs essentiels en fait du bien-être et du développement de l'humain, que sont les secteurs de la culture et de la forme, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc ouais, l'industrie du fitness, en fait, déjà c'est un acteur économique qui est pas peanut, faut arrêter. Alors certes, on n'est pas très rentable parce que on n'éduque pas les gens en fait encore suffisamment sur cette composante essentielle de leur santé. Ouais, voilà. Donc, on pourrait être des acteurs, les salles de sport, les professionnels du sport pourraient être des acteurs bien plus importants pour l'économie et du coup peut-être être pris en considération bien davantage, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme à faire, mais quand on voit encore une fois l'image du fitness, c'est limite péjoratif en fait le fitness, alors que le fitness c'est quand même une des manières les plus facile de mettre quelqu'un en mouvement parce qu'il n'y a pas de notion d'âge, de niveau, ni de quoi que ce soit. N'importe qui aujourd'hui peut bouger chez lui. N'importe qui aujourd'hui peut rentrer dans une salle de sport, aller dans une association de gymnastique ou de gymnastique, pas gym aux agrès, hein, mais c'est facile de se mettre en mouvement. Il y a des professionnels qui sont là, qui sont capables d'encadrer les gens. Il y a tout ce qu'il faut, mais c'est juste que l'image qu'on en a, elle est extrêmement péjorative encore et très superficielle. C'est ah oui, toi tu fais du fitness, non en fait c'est pas ça, c'est ouais toi tu bouges parce que ça te maintient en bonne forme, en bonne santé et que à 80 ans tu pourras faire tes lacets et tu pourras t'accroupir pour aller porter ton petit enfant quoi. Je sais pas, c'est la base. C'est la base. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à faire et ça je pense que l'éducation a un gros rôle à jouer là-dessus quoi. Déjà. Mais bon, comme pour le moment c'est pas le cas, c'est aussi aux gens de s'éduquer et de se faire aussi leur opinion par eux-mêmes quoi. À un moment donné c'est facile aussi de suivre l'opinion générale et de se dire ouais j'ai vu ce documentaire là sur X chaîne, ouais c'est vraiment le mec qui font de la muscu mais
c'est des bolos. Oh là là, ça date de quand cette expression? Putain. Je ne sais pas. Mais voilà, ouais. Tout ça pour dire que la représentation du fitness dans notre pays, elle est lamentable et on le voit très bien. Enfin là, les mesures sanitaires le montrent très très bien. Ouais. Et ça, moi, ça me dépite, mais alors totalement. Ouais, bah surtout quand c'est notre passion, quoi. Parce que ça, Ouais. c'est ce que les gens comprennent pas forcément, c'est que toi et moi, on a décidé de suivre notre passion, mais on le fait avant tout par passion. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir le peu d'importance que l'État donne à quelque chose qui est si important à nos yeux. Dernière question, Amandine. J'ai tendance à demander ça à la plupart de mes invités. Si tu avais un conseil à donner aux gens, quel qu'il soit, que ça soit au niveau de leur vie, au niveau de quelque chose que tu leur recommanderais pour améliorer leur vie, améliorer leur quotidien, quelque chose peut-être qui t'a aidé toi dans ton passé et qui a fait une différence dans ta vie, qu'est-ce que ça serait? Ouais. Vous êtes les acteurs de votre vie, tout simplement, et à tout niveau. C'est-à-dire que on peut pas s'en remettre toujours à autrui, on peut pas mettre la responsabilité sur le dos de qui que ce soit quant à notre situation personnelle, notre santé, notre bien-être, notre état mental. Alors, je vais être très dure dans ce que je vais dire, mais malheureusement, c'est un constat. C'est plus facile d'être une victime de paramètres extérieurs, de la fatalité, de la faute à pas de chance. C'est plus facile de se conforter dans ce statut-là, qui en plus génère de l'attention, qui en plus nous met dans une certaine position dans laquelle finalement on n'a rien à faire parce qu'on est des victimes. Et bien finalement, c'est plus facile d'être dans cette position-là malheureusement que de vraiment prendre les choses à bras-le-corps et travailler sur tout ce sur quoi on peut travailler, que ce soit encore une fois notre développement personnel en tant qu'individu, le développement de notre bien-être, le travail de nos émotions, notre santé, notre développement entrepreneurial, notre situation économique, notre situation amoureuse. Il y a une multitude d'exemples de gens qui sont partis de rien ou vraiment avec les backgrounds les pires de la Terre et qui ont fait des choses absolument merveilleuses. Mais encore une fois, pour l'humain, c'est plus facile, je suis désolée de dire ça, ça va être très dur, mais de se conforter dans un statut de victime qui ne demande aucun effort, qui rend pas heureux, mais ça demande aucun effort. Et ça, à un moment donné, faut être capable de faire l'effort, faut être capable de bouger tout ça, d'aller des fois chercher dans des zones qui sont pas agréables du tout, hein. Je pense notamment à des événements de notre vie qui nous ont mis dans une situation, dans un état mental actuel qu'on subit. C'est pas agréable, mais à un moment donné, il faut le faire. On a tous cette capacité-là et je pense que c'est bénéfique pour soi et pour le reste de l'humanité. C'est-à-dire que plus l'humain sera développé et épanoui, plus les bienfaits aussi, je ne sais pas, plus les bienfaits seront grands pour lui-même et pour autrui. Donc voilà, moi ça c'est vraiment quelque chose, il faut se responsabiliser à un moment donné. J'aime beaucoup ce message. Amandine, merci énormément d'avoir pris le temps de faire ce podcast avec nous. Je tiens à te signaler que tu es la première femme à participer à ce podcast. Donc tu as ouvert la voie aux autres. Si, absolument. Et je suis extrêmement content que ce soit toi. Alors évidemment, nos auditeurs peuvent te retrouver sur ta chaîne YouTube, sur Instagram. Je mettrai tous les liens en description. Tu as aussi une newsletter, tu as un site internet. Mais je te laisse quand même le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine. Bah déjà je voulais te remercier de m'avoir invité. Je sais que j'ai mis du temps à répondre. Je mets toujours beaucoup de temps à répondre, mais j'oublie jamais et c'était important. Je tenais à avoir ce moment-là avec toi parce que je sais que ton approche est extrêmement qualitative et qu'on aurait beaucoup de choses à se dire. Donc comme c'est le cas hors podcast d'ailleurs. Absolument. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont écouté ce podcast. J'espère que vous en aurez tiré de bonnes choses en tout cas, parce que c'est le but de ces moments d'écoute, hein. Donc voilà, et puis j'espère que vous aurez fait ça en cuisinant de bonnes choses, tant qu'à faire. Voilà. Et la prochaine fois qu'on se voit, je veux... alors en entrée, tu fais ce que tu veux. Après, je veux bien la lasagne. Ensuite, encore je veux une ice cream avec le cookie dough. Comme ça, je mélange tout ça. Et ça voilà. marche.
Nice cream aux cookies américains parce que je sais que t'aimes les bons cookies bien Yes. fat. Yes. Ok, c'est noté. Merci Amandine. Merci beaucoup, Nevin.